Mes parents ont exigé 17 000 $ pour mon frère mais la police avait une autre version. Ce n'était pas mon frère. L'arnaque des 17 000 $ a été démasquée. Les parents ont menti, la police a été appelée. Il n'a jamais été là. Le visage de mes parents s'est décomposé. Je m'appelle Anna Reed et j'ai 34 ans. Il y a 6 mois, je pensais que ma vie était enfin sur des bases solides. J'avais mon propre petit studio de poterie dans la banlieue de Seattle, une petite mais fidèle communauté en ligne qui achetait mes tasses et vases faits main, et un appartement tranquille qui sentait l'argile et le thé au jasmin. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à moi. Je l'avais construit moi-même, pièce par pièce, après des années à m'entendre dire que mes rêves étaient trop fragiles pour payer les factures. Puis mon téléphone a sonné. C'était un mardi après-midi. La lumière dorée de la fin de journée filtrait à travers les fenêtres de mon studio, des grains de poussière dansant dans les rayons. J'étais jusqu'au coude dans l'argile humide, concentré sur mon tour, quand la sonnerie stridente spécifique que j'avais assignée à ma mère a percé le silence. Ma relation avec mes parents, Carol et David Reed, avait toujours été compliquée. L'amour était une monnaie d'échange dans notre famille, et il semblait toujours que j'étais en déficit. Mon jeune frère, Léo, était le fils autour duquel leur monde gravitait. Le Golden Boy, celui avec le grand potentiel, même si ce potentiel semblait se manifester par une série de crises dramatiques que seuls mes parents pouvaient résoudre. J'étais la pragmatique, la fiable, celle qu'ils appelaient quand le potentiel de Léo se heurtait à la réalité, et qu'ils avaient besoin d'un endroit d'où les retombées pouvaient atterrir. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, un mauvais pressentiment déjà au creux de mon estomac. « Salut, maman. » Sa voix était fine, tendue par une panique que j'ai reconnue instantanément. « Anya, chérie, c'est Léo. Il y a eu un accident. » L'argile sur le tour s'est décentrée. « Quel genre d'accident? Est-ce qu'il va bien? » Il a des ennuis. Des ennuis judiciaires. Elle a baissé la voix jusqu'à un murmure, comme si quelqu'un pouvait écouter dans leur maison de banlieue parfaitement entretenue. Il a eu un simple accrochage, mais l'autre conducteur prétend être blessé. Coup du lapin, lésion des tissus mous. Ils le poursuivent en justice. Ils demandent 17 000 $ pour un règlement à l'amiable, sinon ils l'emmèneront au tribunal. Il pourrait tout perdre. 17 000 $. Le chiffre flottait dans l'air entre nous. Aussi lourd et inamovible qu'une pierre. Je savais ce qui allait suivre. J'avais déjà entendu ce scénario, juste avec des montants différents. Son assurance? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Expiré? Maman a prononcé le mot avec un soupir résigné. Il était entre 2 emplois. Tu sais ce que c'est. Il voulait la renouveler, mais c'était toute l'histoire de la vie de Léo. Une série de « mais » et de « j'avais l'intention de » que mes parents, et par extension moi, étions toujours là pour nettoyer. Papa et moi, nous n'avons pas ce genre de liquidité en ce moment, a-t-elle poursuivi, sa voix remontant dans ce registre suppliant. Pas avec les impôts fonciers à payer et la réparation du toit. Mais toi. Ton entreprise marche si bien. Nous voyons tes jolies publications en ligne. Tu pourrais lui prêter, juste pour l'aider à traverser ça. Il a si peur, Anya, c'est ton frère. La voilà. L'invocation de la famille. La règle tacite. La famille d'abord. Et la famille signifiait Léo d'abord. Toujours. Le studio autour de moi, qui avait semblé si plein de promesses un instant auparavant, me parut soudain fragile. Mon compte d'épargne, celui que j'avais surnommé « la fondation », qui contenait presque exactement 22 000 $. Chaque centime épargné de 2 ans de marché fermier, de vente en ligne et d'ateliers de fin de semaine, semblait pulser sous le poids de sa demande. C'était pour mon fonds d'urgence, pour un acompte sur un four dont j'avais désespérément besoin, pour ma propre stabilité. Maman, j'ai besoin de réfléchir. Ce sont les économies de mon studio. Le silence à l'autre bout du fil était glacial. Réfléchir, Anya, c'est l'avenir de ton frère. Il a besoin d'aide maintenant. Il parle de s'enfuir, de quitter l'État. Il est dans une mauvaise passe. Peux-tu imaginer le scandale? La honte? Nous avons juste besoin que l'argent soit viré aujourd'hui. L'avocat attend. La pression était une chose physique. Un étau autour de mes côtes. Les vieux scénarios se jouaient dans ma tête. Sois la bonne fille.
sois la fiable. Ne fais pas de vagues. Laisse-moi lui parler, ai-je dit, pour gagner du temps. Passe-moi Léo. Une légère hésitation. Il n'est pas là en ce moment. Il est au bureau de l'avocat avec ton père. Il est anéanti, chérie. Trop bouleversé pour parler. S'il te plaît, fais ça pour nous. Pour la famille. J'ai regardé mes mains incrustées de fines lignes d'argile grise. Ces mains avaient construit quelque chose, et on leur demandait de le démolir pour résoudre un problème que je n'avais pas créé. Envoie-moi les coordonnées de l'avocat, me suis-je entendu dire, les mots ayant un goût de cendre. Les informations de compte. Je vais regarder mes comptes. Le soulagement dans sa voix fut instantané. Un flot de chaleur qui semblait totalement transactionnel. Oh, merci, ma chérie. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Je te l'envoie par texto tout de suite. Tu le sauves. Vraiment. Elle a raccroché. Je suis resté là, dans le studio silencieux, le fantôme de sa gratitude s'estompant déjà, remplacé par le chiffre froid et dur, 17 000 $. Le texto est arrivé une minute plus tard. C'était un formulaire de virement bancaire rempli au nom d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas, Hartwell et Associés. Les instructions étaient claires, urgentes, avec une date limite à 17 h aujourd'hui. Quelque chose clochait. C'était un sentiment profond dans mes os, plus discret que la panique de ma mère, mais plus insistant. C'était la légère hésitation quand j'ai demandé à parler à Léo. C'était l'urgence étrange et impersonnelle. C'était la commodité pure et simple du chiffre. Exactement le montant qui me viderait les poches mais me laisserait à peine respirer. Pour la première fois de ma vie, face à une crise familiale, je n'ai pas immédiatement agi pour la résoudre. Je suis allé à l'évier, j'ai lavé l'argile de mes mains lentement, méthodiquement, et j'ai regardé l'eau grise descendre en spirale dans le siphon. Je n'allais pas virer l'argent. Pas encore. D'abord, j'allais passer mon propre appel. Au lieu d'appeler ma banque, j'ai appelé Léo. J'ai appuyé sur son nom dans mes contacts, mon pouce laissant une légère trace d'argile sur l'écran. Ça a sonné une fois, 2 fois, 3 fois, puis c'est tombé sur une messagerie vocale générique. Vous êtes bien chez Léo. Vous savez quoi faire. Bip. Aucune trace de panique. Aucun bruit de fond de cabinet d'avocat. Juste le message d'accueil arrogant habituel. Je n'ai pas laissé de message. Le sentiment de malaise grandissait. J'ai fait défiler jusqu'au numéro de mon père. Papa était généralement le plus calme, le logisticien. Si c'était réel, il aurait les faits en main. Il a répondu à la 4e sonnerie. Papa. Maman vient d'appeler à propos de Léo. Anya. Sa voix était bourrue mais recouverte d'une tension tendue que je connaissais bien. Le son du stress induit par Léo. C'est un sacré bazar. Ta mère t'a mise au courant. Elle l'a fait. 17 000. J'ai essayé d'appeler Léo. Il n'a pas décroché. Il ne prend pas d'appel en ce moment. Gêné, je pense. Honteux. Les mots de papa sont sortis dans une précipitation étudiée. Écoute, l'avocat dit que si nous pouvons virer le règlement aujourd'hui, tout ça disparaît. Pas de tribunal, pas de casier. C'est le meilleur résultat possible. Comment s'appelle l'avocat déjà? Ai-je demandé, en essayant de paraître nonchalamment concerné. Hartwell. James Hartwell. Bon cabinet. On a de la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui peut agir si vite. Il s'est éclairci la gorge. Est-ce que ta mère t'a envoyé les instructions de virement? Elle l'a fait. Bien. C'est bien. Le soulagement dans sa voix reflétait celui de ma mère. Il était également concentré sur la transaction, pas sur le bien-être de Léo, pas sur les détails de l'accident, juste l'argent et la date limite. On te remboursera, Anya. Tu sais, on le fera. Ça pourrait prendre un peu de temps, mais ils ne l'ont jamais fait. Les petits prêts pour le loyer en retard de Léo, ses réparations de voitures, son projet raté de salle de sport. C'était toujours des entrées dans un registre mental que seul moi tenais. Des promesses qui s'évaporaient comme la brume du matin. Papa, ai-je interrompu, une nouvelle fermeté dans ma voix. Où exactement cet accident a-t-il eu lieu? Quel est le numéro du rapport de police? Si je paie un règlement, je devrais voir les documents. Silence.
Un long silence creux rempli seulement d'un léger grésillement de la ligne. Puis un bruit de froissement comme une main couvrant le combiné et des voix étouffées. Celle de ma mère, vive et interrogatrice. Celle de mon père, basse et tendue. Il est revenu, le ton maintenant agité. Les papiers sont tous chez l'avocat. Nous ne les avons pas ici. Tout se passe si vite. Anya, pourquoi cet interrogatoire? C'est de ton frère dont on parle. Il a besoin de nous. Le changement était subtil mais complet. De bénéficiaire reconnaissant à accusateur doux. Pourquoi ne te ranges-tu pas? Pourquoi poses-tu des questions? N'aimes-tu pas ta famille? C'est ce changement qui a brisé le dernier fil de ma conformité automatique. Lana d'il y a un an se serait effondrée, se serait excusée d'avoir douté et aurait envoyé l'argent. L'Anya qui avait bâti une entreprise à partir d'argile et de volonté a ressenti autre chose. Une certitude froide et claire. J'ai besoin de voir quelque chose par écrit avant d'envoyer ce genre d'argent, papa. Une copie de la lettre de mise en demeure, le rapport de police, quelque chose. Envoie-le-moi par email. Ensuite, on en reparlera. Anya, sois raisonnable. La date limite est 17 heures. Sa voix s'est élevée. Une vraie colère transparaissait maintenant. Pas de la colère contre la situation, mais de la colère contre moi pour avoir résisté, pour ne pas avoir joué mon rôle. Alors tu ferais mieux de faire en sorte que l'avocat l'envoie vite, ai-je dit, et mon calme semblait l'infurier davantage. J'attendrai l'email. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai de nouveau regardé les instructions de virement. Hartwell et associés. Une simple recherche Google sur l'ordinateur de mon studio n'a rien donné. Pas de site web, pas d'annonce, pas d'avis, juste une adresse de boîte postale en ville. Un filet glacial d'effroi s'est joint à la certitude. Il ne s'agissait pas seulement de me culpabiliser pour de l'argent. Cela semblait construit. J'ai alors fait quelque chose qui semblait à la fois terrifiant et nécessaire. J'ai appelé la ligne non urgente du service de police de la ville de mes parents. Une banlieue tranquille à environ 1 heure de Seattle. Une répartitrice à la voix lasse a répondu. Bonjour, ai-je dit, forçant ma voix à rester égale. J'appelle parce que ma famille est impliquée dans un récent accident de voiture. Mon frère Léo Reed, j'essaie d'obtenir une copie du rapport de police. Pouvez-vous me dire comment faire ou si un rapport a même été déposé? Plus de clics de clavier. Reed, vous avez dit Léo, veuillez patienter. J'ai retenu mon souffle. Le silence s'est étiré. La répartitrice est revenue, sa voix n'étant plus lasse, mais poliment confuse. Je ne trouve aucun rapport d'accident déposé sous ce nom au cours des 6 dernières semaines. Madame, êtes-vous sûre que c'était dans notre juridiction? Le sol sous mon tabouret semblait basculer. Aucun rapport d'accident du tout? Aucun. S'il s'agissait d'un petit accrochage semblé sursignalé, parfois les parties échangent leurs informations sans nous impliquer, mais vous avez dit qu'il y avait une réclamation pour blessure. C'est ce qu'on m'a dit. J'avais la bouche sèche. Merci. Je me suis assise dans le silence assourdissant de mon studio. Pas de rapport de police. Un avocat qui n'existait pas. Un frère qui ne répondait pas à son téléphone. Une demande pour exactement le montant d'argent qui me ruinerait. Ce n'était pas un accident. C'était une extraction ciblée, et les personnes qui la menaient étaient mes parents. La réalisation n'est pas venue comme un cri, mais comme une fracture profonde et silencieuse quelque part dans ma poitrine. La fondation de ma famille, déjà fissurée, a finalement cédé. J'ai senti les décombres s'installer autour de moi. Mais dans les décombres, il y avait aussi une clarté sinistre et furieuse. Ils pensaient que j'étais toujours la même Anya, celle qui sacrifierait tout en silence pour garder le portrait de famille souriant. Ils avaient tort. J'ai repris mon téléphone. Je n'allais pas appeler la banque pour virer de l'argent. J'allais appeler la police pour de vrai, mais pas dans leur ville. J'allais appeler la police dans la mienne. Entrer dans le poste de police ouest du département de police de Seattle, c'était comme entrer dans un monde différent, plus gris. L'air sentait le café rassis et le nettoyant industriel. Les néons bourdonnaient au-dessus, décolorant tout. Je n'avais jamais déposé de plainte auparavant. Mes mains étaient crispées sur mon téléphone, les fausses instructions de virement brillant encore sur l'écran.
Je me suis approché du bureau où un officier à l'air las et aux cheveux coupés court à lever les yeux. Puis-je vous aider? Je crois que je dois signaler une tentative de fraude, ai-je dit, ma voix plus petite que je ne l'aurais voulu. Le mot semblait dramatique, irréel. Mes parents essaient de m'escroquer. C'était une phrase qui ne devrait pas exister. Il m'a fait signe d'entrer dans une pièce latérale, un espace plus calme et plus privé avec une table éraflée et 2 chaises. Quelques minutes plus tard, une détective est entrée. Elle avait la quarantaine, des yeux intelligents et une attitude pragmatique. Son badge indiquait « Détective Chen, vous avez signalé une fraude possible », a-t-elle demandé, s'asseyant en face de moi, un bloc-notes déjà en main. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. L'appel de ma mère, la demande de 17 000 $, l'assurance expirée, l'avocat urgent, le silence de Léo, mon appel à l'autre service de police. Je lui ai montré le texto avec les détails du virement. Je lui ai parlé de la dynamique de ma famille, des années où Léo était la priorité, de mon rôle de plan de secours. Tout est sorti dans un flot tremblant mais cohérent. La détective Chen a écouté sans interruption, son stylo bougeant de temps en temps. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment, tapotant son stylo sur le bloc-notes. Donc, vous n'avez aucune confirmation indépendante que cet accident a eu lieu. Le cabinet d'avocats n'a aucune empreinte numérique, et votre frère est injoignable. Oui. Et vous croyez que vos parents orchestrent cela avec ou without la connaissance de votre frère pour vous soutirer de l'argent? L'entendre le dire si crûment m'a retourné l'estomac. Je ne sais pas quoi d'autre croire. Elle a hoché la tête, un geste professionnel et neutre. Étant donné l'absence de scène de crime réel ou de menace immédiate, ce n'est pas quelque chose pour lequel nous enverrions généralement des officiers, mais la tentative d'exploitation financière, surtout au sein d'une famille, est sérieuse. Elle s'est légèrement penchée en avant. Que voulez-vous qu'il se passe ici, Miss Reed? La question m'a stupéfié. Je n'avais pas pensé au-delà de prouver que je n'étais pas folle, au-delà d'arrêter le virement. Je veux savoir la vérité. Je veux savoir si mon frère a vraiment des ennuis ou si tout cela est un mensonge. Les confronter directement pourrait les amener à détruire des preuves ou à faire monter les enchères, a-t-elle dit. Mais nous pourrions peut-être aider à établir certains faits discrètement. Elle a réfléchi un moment. Vous avez dit que vos parents vivent à Cedar Hills. C'est en dehors de notre juridiction, mais je peux appeler leur bureau du shérif, faire en sorte qu'un adjoint fasse une vérification de bien-être, une visite informelle. Ils peuvent dire qu'ils font suite à un rapport d'incident mineur dans la région. Demandez si tout va bien à la résidence. Voir si votre frère est présent. Cela pourrait vous donner des réponses sans révéler votre jeu. Une vérification de bien-être. L'idée d'une voiture de police s'arrêtant devant la parfaite maison de banlieue de mes parents a envoyé une secousse de terreur et de justification simultanée à travers moi. Feriez-vous ça? Je peux le demander. Oui. C'est une étape raisonnable compte tenu des circonstances que vous avez décrites. Elle a pris une note. En attendant, n'envoyez pas d'argent. Ne discutez pas avec eux de l'avocat. S'ils appellent, soyez vague. Dites que vous vous en occupez, mais que votre banque pose des questions. Gagnez-nous du temps. Le mot était une petite encre inattendue. Je n'étais pas seul dans cette affaire. D'accord, ai-je dit. Merci. Donnez-moi l'adresse de vos parents. Je vais passer l'appel maintenant. Vous devriez rentrer chez vous. Je vous contacterai après avoir eu des nouvelles de Cedar Hills. Je suis retourné à mon appartement en voiture, mon esprit tourbillonnant. Une vérification de bien-être. Que trouverait-il? Léo caché dans son ancienne chambre, honteux du faux accident, ou serait-il dehors, inconscient, pendant que mes parents tissaient leur toile? Les heures qui ont suivi ont été une agonie d'immobilité. Je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas manger. Je fixais juste mon téléphone, attendant qu'il sonne avec soit la pression renouvelée de ma mère, soit la voix calme de la détective Chen. Il était près de 19 h quand mon téléphone a finalement vibré. C'était Chen. Madame Reed. L'adjoint a pris contact avec vos parents il y a environ 1 heure. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Et votre frère n'était pas à la résidence. Vos parents ont déclaré qu'ils faisaient des courses. L'adjoint les a décrits comme visiblement nerveux mais coopératifs. Il a demandé, dans le cadre de ses questions de routine, s'il y avait eu des incidents ou des urgences récents à la maison nécessitant l'aide de la police ou une assistance juridique.
J'ai retenu mon souffle. Votre père, a poursuivi Chen, sa voix soigneusement plate, a déclaré sans équivoque qu'il n'y avait eu aucun incident de ce type, pas d'accident, pas de problème juridique. Il a dit que tout allait bien. Le monde a de nouveau basculé, mais cette fois j'étais prête. Le mensonge confirmé par une autorité. Mon père avait regardé un adjoint dans les yeux et dit que rien n'allait mal alors que lui et ma mère me disaient simultanément qu'une crise de 17 000 $ se déroulait. Donc l'accident, il n'existe pas, ai-je murmuré. Il semble que non, a dit Chen. Cela soutient fortement votre suspicion d'une tromperie planifiée. La visite de l'adjoint les a peut-être effrayés. Soyez prête à être contacté. Comme par hasard, un autre appel est arrivé sur mon téléphone. Ma mère. J'ai fixé son nom clignotant sur l'écran. Détective, elle m'appelle en ce moment. Répondez, a dit Chen. Soyez calme. Tenez-vous à l'histoire de la banque. Ne confrontez pas, écoutez simplement et enregistrez l'appel si vous le pouvez. L'État de Washington est un État à consentement unilatéral. J'ai pris une inspiration tremblante. D'accord. J'ai basculé, mon doigt planant sur la fonction d'enregistrement de mon téléphone. J'ai appuyé dessus puis j'ai répondu. Salut, maman. Anya. Sa voix était vive. Aucune trace de la supplication précédente. Un policier vient de passer à la maison. Sais-tu quelque chose à ce sujet? J'ai forcé l'innocence dans mon ton. Un policier? Pourquoi, tout va bien. Il posait des questions étranges sur des accidents. Sur si nous avions besoin d'aide. Une lourde pause. Tu ne les as pas appelés, n'est-ce pas? À cause de l'argent. La franchise était une gifle. Le masque tombait. Pourquoi appellerais-je la police, maman? Tu as dit que c'était une affaire juridique avec un avocat. Ce n'est pas le cas? Elle a fait marche arrière, mais maladroitement. Non, ça l'est. Bien sûr que ça l'est. C'est juste. C'est privé. Nous n'avons pas besoin que la police fouine. Ça ne fera qu'empirer les choses pour Léo. Sa voix s'est de nouveau tendue. As-tu viré l'argent? L'avocat attend. Ma banque signale le virement, ai-je dit, répétant le script que Chen m'avait donné. Ils ont dit que le nom du compte bénéficiaire ne correspond pas parfaitement au nom du cabinet d'avocats dans leur dossier. Ils demandent une vérification. Ça va prendre un jour ou deux pour régler ça. Silence. Un long silence calculateur. Je pouvais presque entendre son esprit travailler, essayant de décider si je mentais, si leur plan rencontrait un obstacle inattendu. Bien, a-t-elle finalement dit, le mot sec et froid. Règle ça vite. L'avenir de ton frère est entre tes mains. Ne le laisse pas tomber. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai baissé le téléphone. L'appel enregistré sauvegardé. J'ai réécouté sa question. Tu ne les as pas appelés, n'est-ce pas? À cause de l'argent. Pas, est-ce que tu vas bien, pas, pourquoi la police viendrait-elle, juste une accusation immédiate, une peur d'être démasqué. J'ai rappelé la détective Chen. Elle m'a accusé d'avoir appelé la police. Elle veut juste savoir pour l'argent. Ils sont acculés, a dit Chen. Ils savent que leur histoire est fragile. Ils vont soit reculer, soit doubler la mise. Soyez prudente. Nous en avons assez maintenant pour ouvrir une enquête plus formelle. Avec votre permission, j'aimerais contacter votre frère directement. Voir s'il est même au courant de ce stratagème. S'il vous plaît, ai-je dit, ma voix épaisse d'un soulagement qui était aussi un profond chagrin. Trouvez-le. J'ai mis fin à l'appel et je me suis assise dans le silence assombrissant de mon appartement. La vérité était maintenant révélée, une chose vivante entre moi et mes parents. Ils ne savaient juste pas que je la connaissais. L'attente était terminée. Le jeu avait commencé. Et pour la première fois, je n'étais pas la perdante désignée. La recherche de Léo par la détective Chen a commencé le lendemain matin. Avec mon consentement, elle a vérifié ses informations de base. Sa dernière adresse connue était un appartement en centre-ville, pour lequel j'avais co-signé il y a 2 ans. J'avais cessé de recevoir des nouvelles à ce sujet lorsque les paiements de prêt pour son loyer ont mystérieusement cessé et que mes parents m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Ils s'en occupaient. Chen m'a appelé quelques heures plus tard. Le bail de l'appartement a pris fin il y a 6 mois.
La société de gestion a dit qu'il était parti en devant 2 mois de loyer, qui ont été payés par un tiers, un David Reed. Mon père, bien sûr. Son téléphone portable est un forfait prépayé, a-t-elle poursuivi. Difficile à tracer avec les procédures standards. Pas de dossier d'emploi récent. Il est essentiellement hors des radars, mais pas d'une manière qui suggère un acte criminel. Plutôt comme quelqu'un vivant de manière informelle. Donc, il pourrait être n'importe où, ai-je dit, un sentiment de vide se propageant en moi. Et il pourrait faire partie de ça, ou il pourrait n'en avoir aucune idée. C'est ce que nous devons découvrir. Connaissez-vous certains de ses amis? Quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance. J'ai fouillé dans ma mémoire. Les amitiés de Léo étaient aussi passagères que ses emplois, mais il y avait un nom d'il y a quelque temps, Mitch. Il avait été son colocataire brièvement avant l'appartement que j'avais co-signé. Je l'avais rencontré une fois. Il semblait être un type bien, légèrement déconcerté par le chaos de Léo. J'avais trouvé son numéro une fois en cherchant Léo et je l'avais gardé au cas où. J'ai donné le numéro à Shane. Je ne sais pas s'ils sont encore en contact. C'est un point de départ, a-t-elle dit. Pendant qu'elle suivait ses pistes, la campagne de mes parents s'est intensifiée. Mon téléphone est devenu un champ de bataille de culpabilité et d'urgence. Mon père a appelé, son ton passant de frustré à sinistrement calme. Anya, ce retard cause de vrais problèmes. L'avocat de l'autre partie parle d'ajouter des dommages-intérêts punitifs pour mauvaise foi. Ça pourrait monter à 25 000. Tu dois pousser ta banque. Je le fais, papa. Ils veulent des documents. C'est le protocole. J'ai gardé une voix neutre, jouant le rôle d'une fille frustrée mais obéissante. Le protocole pourrait couler ton frère, a-t-il lâché, puis il a raccroché. Puis sont venus les missiles émotionnels de ma mère. De longs textos décousus sur la loyauté familiale, sur la façon dont elle avait toujours été là pour moi. Une révision de l'histoire qui m'a laissé sans voix, sur le fait que si je les aimais, je trouverais un moyen. Elle a envoyé de vieilles photos de famille, Léo et moi enfants, souriant sur une plage. La légende, on prenait soin l'un de l'autre. Tu te souviens? Je me souvenais. Je me souvenais d'avoir toujours été celle qui le surveillait, qui partageait mes jouets, qui le calmait après ses crises de colère. Je me souvenais de l'attention de mes parents fixée sur lui pendant que j'apprenais à prendre soin de moi-même. Cette nostalgie organisée était une arme, et elle faisait plus mal que leur colère. Mais je n'ai pas cédé. J'avais l'enregistrement. J'avais la voix de la détective Shane dans ma tête. J'avais l'image de mon père disant à un shérif adjoint que tout allait bien. Cette preuve était mon armure. Tard cet après-midi-là, Shane a de nouveau appelé. Sa voix contenait une note de quelque chose. Pas tout à fait un triomphe, mais une découverte solide. J'ai parlé à Mitch. Ils sont toujours des connaissances. Il a vu Léo la semaine dernière. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Où? Ici à Seattle, dans le quartier de Capitol Hill. Mitch a dit que Léo squattait des canapés, faisant des petits boulots à la journée. Il semblait stressé par l'argent, mais pas par des ennuis judiciaires. Certainement pas en train de se cacher d'un procès. Elle a fait une pause. Plus important encore, Mitch a mentionné autre chose. Il a dit que Léo lui avait posé une question étrange il y a quelques jours. Il a demandé à Mitch s'il avait déjà reçu un appel de quelqu'un prétendant être un avocat ou un policier à propos d'un ami ou d'un membre de la famille en difficulté demandant de l'argent. Un frisson m'a parcouru. Qu'a dit Mitch? Il a dit non et a demandé à Léo pourquoi. Léo a juste haussé les épaules. Il a dit qu'il avait entendu parler d'une arnaque comme ça qui circulait et de faire attention. Les pièces se sont assemblées avec un claquement presque audible. Léo savait. Il n'a peut-être pas orchestré cela, mais il connaissait la méthode, le faux accident, l'avocat urgent, la pression émotionnelle pour de l'argent. Il en avait entendu parler. Avertissait-il Mitch ou faisait-il des recherches? Mitch a-t-il dit où Léo logeait? Ai-je demandé, la voix tendue. Il m'a donné l'adresse d'une maison où Léo a parfois dormi. C'est un endroit connu pour les gens entre deux logements. Je vais passer en voiture, voir si je peux prendre contact. Voulez-vous être là? La question m'a stupéfié. Est-ce que je voulais voir mon frère? Le regarder dans les yeux et lui demander s'il avait aidé nos parents à comploter pour me détruire financièrement. La pensée m'a rempli de nausées et d'un besoin brûlant de la réponse finale.
Oui, me suis-je entendu dire. Je dois être là. 1 heure plus tard, j'étais assise dans la voiture banalisée de la détective Chen, garée discrètement à un demi-pâté de maison d'une maison à plusieurs étages et défraîchie de Capitol Hill. C'était le genre d'endroit avec une douzaine de sonnettes et des vélos attachés aux rampes du Porsche. Mon cœur était un tambour frénétique contre mes côtes. On va attendre un peu, dit calmement Chen. Voir s'il entre ou sort. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Moins de 20 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et Léo est sorti. J'ai eu le souffle coupé. Il avait l'air plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu il y a 1 an. Ses vêtements étaient froissés et il avait une barbe hirsute, mais il se déplaçait avec la même énergie décontractée et souple. Il a allumé une cigarette et a fait défiler son téléphone, appuyé contre la rampe, totalement inconscient. Pas de détresse visible. Pas de honte, juste Léo existant. C'est lui, ai-je murmuré. Chen a hoché la tête. Allons-y, nous sommes sortis de la voiture et avons marché vers la maison. Léo a levé les yeux, m'a vu, et son visage a traversé une série rapide d'expressions. Surprise, confusion, un éclair de culpabilité, puis un sourire familier forcé. Anna, qu'est-ce que tu fais ici? Ses yeux se sont tournés vers Chen, observant son attitude professionnelle, et le sourire a vacillé. Salut, Léo. On doit parler. Ma voix était stable, beaucoup plus stable que je ne me sentais à l'intérieur. Qui est-ce? A-t-il demandé en désignant Chen. Détective Chen, police de Seattle, a-t-elle dit, montrant brièvement son badge. Nous faisons suite à une affaire concernant votre famille. Pouvons-nous parler en privé un moment? La couleur a quitté le visage de Léo. Il a regardé d'elle à moi, son sang-froid forcé s'évaporant. Une détective? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman et papa? Est-ce qu'ils vont bien? L'alarme sincère dans sa voix était la première fissure dans le barrage. Il ne demandait pas de nouvelles d'un procès. Il demandait s'ils étaient blessés. Ils vont bien physiquement, ai-je dit, en l'observant attentivement. Mais ils m'ont dit que tu avais eu un grave accident de voiture, que tu étais poursuivi pour 17 000 $, que je devais virer l'argent immédiatement ou ta vie était finie. La mâchoire de Léo est tombée. Sa confusion semblait absolue, non feinte. Quoi? De quoi tu parles? Je n'ai pas eu d'accident. J'ai vendu ma voiture il y a 8 mois. Il a secoué la tête, perplexe. 17 000 $ de toi. Pourquoi dirait-il ça? La détective Chen est intervenue. Son ton était neutre mais ferme. Quand as-tu parlé à tes parents pour la dernière fois, Léo? Je ne sais pas. Il y a quelques semaines. Ils ont été bizarres dernièrement, me pressant de rentrer à la maison, posant un tas de questions sur mes amis. Si quelqu'un me demandait de l'argent, j'ai pensé qu'il me harcelait encore pour que je reprenne ma vie en main. Il s'est passé une main dans les cheveux, ses yeux écarquillés par une compréhension horrible et naissante. Il préparait quelque chose, n'est-ce pas? En m'utilisant comme excuse. Ils essayaient de te soutirer de l'argent. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration horrifiée. L'expression sur son visage, le choc, le dégoût. M'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Léo n'était pas le cerveau. Il était l'accessoire, le fils vulnérable, perpétuellement en difficulté, l'histoire parfaite pour déclencher ma conformité. Ils avaient utilisé sa véritable histoire de crise pour en fabriquer une fausse. Et ils l'avaient fait sans son consentement. Il m'a regardé, ses yeux pleins d'une honte douloureuse que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Anya, je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas qu'il te ferait ça. À nous. À ce moment-là, le frère que je détestais, l'enfant chéri qui consommait tout l'oxygène de notre famille, a disparu. À sa place se trouvait juste un jeune homme perdu, autant victime de leur manipulation que moi, juste d'une manière différente. Ils avaient utilisé ces échecs comme une arme contre moi, et ce faisant, ils nous avaient trahis tous les deux. La dernière pièce de la vérité était en place, et elle était plus laide que je ne l'avais imaginé. Léo a regardé la détective Chen, puis est revenu vers moi, sa voix rauque. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Assis dans la voiture de la détective Chen avec Léo, l'air était épais d'une compréhension partagée et écœurée. Mon frère n'arrêtait pas de répéter, je n'arrive pas à y croire, à voix basse, en regardant ses mains. La culpabilité qu'il ressentait était palpable, mais c'était un nouveau genre de culpabilité.
Pas pour ses propres erreurs, mais pour avoir été l'instrument involontaire des miennes. Ils m'ont utilisé, a-t-il dit, les mots creux. Ils m'ont vraiment utilisé pour t'escroquer. Ils nous ont utilisés tous les deux, ai-je corrigé doucement. Ils savaient comment je réagirais à une histoire te concernant en difficulté. Ils savaient sur quel bouton appuyer. Depuis le siège du conducteur, la détective Chen a exposé les options. Nous avons assez d'éléments pour une plainte pénale. Fraude, tentative de vol par tromperie, l'appel enregistré, la fausse déclaration à la police, le faux cabinet d'avocat, avec la déclaration de Léo que l'accident n'a jamais eu lieu. C'est un dossier solide. La décision de porter plainte vous appartient, Anya. Le mot « plainte » résonnait dans l'air comme un coup de tonnerre. Porteur plainte contre mes propres parents. C'était l'option nucléaire, la rupture finale et irréversible du lien familial. La pensée m'a rempli d'une profonde terreur ancestrale. Mais sous la terreur, il y avait un courant de rage plus chaud et plus constant. Ils n'avaient pas seulement demandé de l'argent. Ils avaient construit un mensonge élaboré conçu pour piller la vie que j'avais bâtie. Léo m'a regardé, le visage pâle. Tu devrais le faire. Ils ont dépassé les bornes. Si nous les confrontons sans implication légale, a poursuivi Chen, ils pourraient essayer de minimiser, de vous culpabiliser davantage, ou même d'escalader. Avoir le poids de la loi présent change la dynamique. Ça leur montre que ce n'est pas une querelle de famille. C'est un crime. J'ai pensé aux textos de photos organisés de ma mère, à l'urgence froide de mon père. J'ai pensé au shérif adjoint à leur porte et aux mensonges lisses de mon père. Il ne jouait plus selon les règles de la famille. Il jouait une arnaque. Et la seule façon d'arrêter une arnaque était de l'exposer complètement et publiquement. J'ai pris une profonde inspiration tremblante. Je veux les confronter et je veux que vous soyez là, détective. Pas pour les arrêter sur le champ, mais comme témoin pour m'assurer qu'ils comprennent que c'est réel. Chen a hoché la tête. Nous pouvons le faire. Ça s'appelle une assistance civile. Nous facilitons une conversation pour prévenir une rupture de la paix. Je ne peux pas agir comme votre avocate, mais ma présence établit la gravité de la situation. Quand voulez-vous faire ça? Maintenant, ai-je dit, le mot me surprenant par sa force, avant qu'il n'ait plus de temps pour inventer une autre histoire. Léo s'est redressé. Je viens aussi, Léo. J'ai commencé, mais il m'a interrompu. Non, je dois être là. Je dois les regarder dans les yeux et leur demander pourquoi. Ils ont fait ça en mon nom. J'ai le droit de les affronter. J'ai vu la détermination sur sa mâchoire. Tellement différent de son apathie habituelle. Pour la première fois, peut-être de toute notre vie, nous étions du même côté. Le trajet jusqu'à Cedar Hills fut un voyage silencieux et tendu. Les rues familières menant à la maison de mon enfance ressemblaient à une route vers un passé déformé. Les pelouses parfaitement entretenues, les garages pour 2 voitures, la façade sereine de la normalité de banlieue. Tout cela ressemblait maintenant à un décor de théâtre. La détective Chen a contacté par radio le bureau du shérif local, les informant de notre présence pour une assistance civile. Une voiture de patrouille banalisée était déjà au ralenti à quelques maisons de là lorsque nous nous sommes garés devant l'impeccable maison coloniale des Rides. Mon estomac était un nœud de glace. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée. Chen en tête, puis moi, puis Léo. J'ai sonné, le carillon familier résonnant à l'intérieur. Ma mère a ouvert la porte, son visage initialement illuminé par l'attente d'un voisin ou d'une livraison. Il s'est figé quand elle m'a vu, puis Léo derrière moi, et s'est finalement posé sur la détective Chen, remarquant son badge et son expression sérieuse. Son sourire s'est transformé en un masque d'inquiétude confuse. Anya. Léo, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Sa voix était aiguë, tendue. Maman, on doit parler. Est-ce que papa est là? Ai-je demandé, entrant sans attendre une invitation. Chen et Léo ont suivi. Il est dans le bureau. De quoi s'agit-il? Ses yeux se sont tournés vers Léo, cherchant un indice, mais il a soutenu son regard, son expression illisible. Nous sommes allés dans le salon, la même pièce où nous avions ouvert les cadeaux de Noël et organisé les fêtes d'anniversaire. Elle semblait étrangère maintenant. Mon père est sorti du couloir, un journal à la main. Il a vu le rassemblement, a vu Chen, et son visage est devenu soigneusement vide. Papa, ai-je dit, Anna, Léo, il a fait un signe de tête à Chen.
Officier, à quoi devons-nous cette visite? La détective Chen a parlé, son ton professionnel et impartial. M et Madame Reed. Je suis la détective Chen du SPD de Seattle. Je suis ici à la demande d'Anya pour faciliter une conversation et assurer la sécurité de chacun. Je la laisserai vous expliquer. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Mes parents se tenaient ensemble près de la cheminée. Un front uni de parentalité déconcertée. Le jeu était presque parfait. J'ai sorti mon téléphone. Il y a 16 heures, toi, maman, tu m'as dit que Léo était dans une terrible situation juridique suite à un accident de voiture. Tu as exigé que 17 000 $ soient virés immédiatement à un avocat nommé Hartwell pour le sauver. J'ai regardé mon père. Toi, papa, tu l'as confirmé. Vous m'avez mis la pression. Vous avez dit que la date limite était 17 heures. La main de ma mère a voltigé sur sa poitrine. Anya, nous étions désespérés. Nous essayions de protéger ton frère. Mais voilà, ai-je poursuivi, ma voix gagnant en force. Il n'y a pas eu d'accident. Le bureau du shérif de Cedar Hills n'en a aucune trace. Le cabinet d'avocat n'existe pas. J'ai tourné mon téléphone pour leur montrer l'écran de l'appel enregistré. Et quand un adjoint est venu ici pour demander si tout allait bien, toi, papa, tu lui as dit qu'il n'y avait aucun problème, aucun incident du tout. Le visage de mon père s'est durci, la façade se fissurant. Tu as appelé la police contre nous. Je vérifiais une histoire qui allait tout me coûter, ai-je rétorqué, et j'ai découvert que c'était un mensonge. Un mensonge complet et fabriqué. Léo s'est alors avancé, sa présence imposant le silence. Ils m'ont utilisé, moi aussi. Je ne savais rien d'un accident ou d'un procès. J'ai vendu ma voiture il y a des mois. Vous avez tout inventé. Vous m'avez utilisé pour l'atteindre. L'accusation de leur enfant chéri les a frappés comme un coup physique. Ma mère a même reculé d'un pas. Léo, non. Nous allions te le dire. Nous devions t'aider à te remettre sur pied, et Anna avait les moyens. En mentant, la voix de Léo s'est brisée. En la trompant? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Mon père a retrouvé sa voix, un grognement bas et défensif. Surveille tonton. Nous sommes tes parents. Nous pensions à la famille. L'entreprise d'Anna marche bien. Elle a toujours été stable. Nous avions besoin d'un prêt, et nous savions qu'elle dirait non si nous le demandions simplement. Nous avons pensé que si c'était pour toi, Léo, pour une urgence. Un prêt, ai-je répété, l'absurdité débordant enfin. Vous avez construit une crise juridique entièrement fictive pour me voler, et vous appelez ça un prêt. Vous n'alliez jamais le rembourser. Vous ne l'avez jamais fait. Ce n'est pas du vol quand c'est la famille, a pleuré ma mère. Des larmes de frustration maintenant, pas de remords. C'est se soutenir les uns les autres. Tu as toujours été si égoïste, Anna, à t'accrocher à ton petit rêve de potière pendant que ton frère se débat. Nous ne faisions que rééquilibrer la balance. Ces mots ont mis à nu le cœur pourri de leur logique. Dans leur esprit, mon succès était une accumulation injuste de ressources qui appartenaient de droit à l'unité familiale, spécifiquement à Léo. Mon égoïsme, c'était de me construire une vie. Leur rééquilibrage, c'était une fraude orchestrée. La détective Chen a parlé dans le silence stupéfait. M et Madame Reed, ce que vous décrivez à votre fille correspond à la définition légale de la tentative de vol par tromperie et de la fraude. L'avocat fabriqué, le faux rapport de police, la coercition émotionnelle. Ce sont des actes criminels, pas des désaccords familiaux. Le mot « criminel » a finalement percé leur bulle d'autosatisfaction. La fanfaronnade de mon père s'est dégonflée, remplacée par une peur lasse. Les larmes de ma mère se sont transformées en un choc véritable. Criminel. Nous sommes ses parents, a balbutié mon père. Et elle est une victime adulte d'une escroquerie financière planifiée, a déclaré Chen sèchement. Anya a des preuves. Elle a un témoin en la personne de Léo. Elle a mon rapport. Elle a tout à fait le droit de porter plainte. La couleur a quitté leurs deux visages. Ils m'ont regardé, vraiment regardé, non pas comme leur fille, mais comme une menace, comme quelqu'un avec du pouvoir. Anya, a murmuré ma mère, sa voix dépouillée de toute manipulation, rauque de panique. Tu ne ferais pas ça. J'ai soutenu son regard, et à ce moment-là, j'ai senti le dernier fil fragile de l'attachement de l'enfance se rompre.
Les personnes devant moi étaient des étrangers qui avaient essayé de me voler. Donnez-moi une seule raison de ne pas le faire, ai-je dit, ma voix froide et claire dans la pièce silencieuse. Le silence dans le salon était absolu, rompu seulement par le tic-tac frénétique de l'horloge de parquet dans le couloir. Le murmure paniqué de ma mère flottait dans l'air comme de la fumée. Tu ne ferais pas ça. J'ai regardé son visage accablé, puis celui de mon père, qui était passé de défiant à cendré. Ils avaient enfin vraiment peur. Pas pour Léo, pas pour l'unité familiale, mais pour eux-mêmes. La réalité des menottes, d'un tribunal, d'un casier judiciaire permanent se faisait jour en eux, et c'était terrifiant. Donnez-moi une seule raison de ne pas le faire, ai-je répété, le froid dans ma propre voix me surprenant. Mon père fut le premier à trouver des mots, mais ils étaient faibles, hésitants. Anya, c'était une erreur, une terrible erreur de jugement. Nous nous inquiétions pour Léo, pour son avenir. Nous pensions que tu ne comprendrais pas si nous demandions simplement. Tu as raison, ai-je dit. Je n'aurais pas compris que vous me demandiez 17 000 $ pour financer son oisiveté. Alors, vous avez décidé de le voler à la place. Ce n'est pas une erreur de jugement. C'est un crime. Léo, debout à côté de moi, a laissé échapper un souffle tremblant. Mon avenir. Vous étiez en train de ruiner son avenir pour financer un de mes fantasmes. Je ne sais même pas ce que je ferai avec cet argent. Probablement exactement ce dont vous avez peur. Le gaspiller. Et vous étiez prêt à la détruire pour permettre ça. Ces mots, pleins d'une douloureuse conscience de soi, semblaient les blesser plus que les miens. Leur enfant chéri ne rejetait pas seulement leur sacrifice. Il le condamnait. Ma mère s'est effondrée dans un fauteuil. De vraies larmes coulaient maintenant. Nous voulions juste l'aider. Nous voulions juste garder la famille unie. En me déchirant? La question n'était plus rhétorique. C'était une demande de réponse qu'il ne pouvait pas donner. La détective Chen a changé de poids, rappelant sa présence officielle. Madame Reed a la possibilité de déposer une plainte pénale. Les preuves sont substantielles. Alternativement, a-t-elle dit, son regard se déplaçant entre mes parents. Vous pourriez discuter d'une résolution non criminelle, mais cela dépend entièrement d'elle. C'était une bouée de sauvetage et mon père l'a saisie. Une résolution. Oui. Anya, que veux-tu? Qu'est-ce qui arrangera les choses? Le désespoir dans sa voix était un son nouveau. Il négociait maintenant, il n'était plus un parent. Je n'étais pas venu avec une liste d'exigences. J'étais venu pour la vérité. Mais maintenant que je l'avais, debout dans les décombres, je savais ce dont j'avais besoin. Il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait de sécurité. Il s'agissait de limites faites d'acier. Premièrement, ai-je dit, vous l'admettrez à voix haute, à moi, à Léo, à la détective. Vous direz exactement ce que vous avez fait. Sans excuse. Pas de « nous essayons d'aider ». Juste les faits. Mes parents ont échangé un long regard douloureux. Mon père a finalement hoché la tête. Un mouvement raide et saccadé. Il s'est éclairci la gorge, incapable de me regarder dans les yeux. Nous avons inventé une histoire sur un accident de voiture et un procès. Nous avons créé un faux cabinet d'avocats pour vous pousser à nous envoyer. À vous envoyer de l'argent. 17 000 $. Il n'y a pas eu d'accident. C'était un stratagème. L'aveu, cru et laid, a aspiré l'air de la pièce. Ma mère s'est couvert le visage de ses mains, ses épaules tremblant. Deuxièmement, ai-je poursuivi, le plan se formant au fur et à mesure que je parlais. Vous le mettrez par écrit. Une déclaration signée décrivant tout le plan. La détective Chen peut en être témoin. Pourquoi? A gémi ma mère de derrière ses mains. Parce que j'ai besoin de savoir que vous savez ce que vous avez fait et parce que j'ai besoin de le détenir. Si jamais vous essayez quelque chose comme ça à nouveau, une culpabilisation, un mensonge, un prêt que vous n'avez jamais l'intention de rembourser, cette déclaration ira immédiatement à la police. Pas d'avertissement, pas de seconde chance. C'était une arme de dissuasion nucléaire. Une confession tenue en réserve. La mâchoire de mon père s'est contractée. Il a compris le pouvoir qu'il allait me céder. C'était une laisse. Après un long moment, il a donné un seul hochement de tête sec. Bien. Troisièmement, ai-je dit, en regardant Léo, puis en revenant vers eux. Vous nous laisserez tous les deux tranquilles.
Financièrement, émotionnellement, plus d'urgence, plus d'appel sur la crise potentielle de Léo. Vous ne lui demandez pas d'argent, et vous ne me demandez plus jamais d'argent. Pour rien. Pas pour une tasse de café, pas pour une facture médicale, rien. Vous êtes coupé des vivres. Ma mère a baissé les mains, son visage ravagé. Tu nous renies? Non, ai-je dit, et la clarté était une douleur propre et nette. Vous m'avez renié au moment où vous avez décidé que mon succès était le vôtre à piller. Je ne fais que l'officialiser. Nous ne sommes plus votre banque, votre filet de sécurité, ou vos soignants émotionnels. Vous êtes livré à vous-même, tout comme vous vous attendiez toujours à ce que je le sois. Léo a pris la parole, sa voix ferme. Ça vaut pour moi aussi. J'en ai fini. Je trouverai mon propre chemin. Sans votre aide. L'unité familiale, celle qu'ils prétendaient protéger, se dissolvait sous leurs yeux par notre choix. Le contrôle qu'ils avaient exercé par le besoin et la culpabilité avait disparu. Et l'argent? A demandé mon père doucement, une dernière tentative pathétique de quantifier les dégâts. L'argent reste où il est. Ai-je dit, dans mon fonds de fondation pour mon avenir réel. Considérez-le comme le coût de cette leçon. La plus chère que vous n'ayez jamais eu l'intention de m'enseigner. La détective Chen a sorti un bloc-notes et un stylo de sa veste. Si vous êtes d'accord avec cela, M et Madame Reed, je suggère que nous rédigions cette déclaration maintenant. Je la légaliserai en tant que témoin de sa signature volontaire. Ce qui a suivi a été l'une des heures les plus surréalistes de ma vie. Mon père, avec ma mère pleurant doucement à ses côtés, a écrit une confession franche de sa main d'expert comptable précise. Il a décrit la conception de l'idée, la création des détails du faux cabinet d'avocat. Le plan d'utiliser l'histoire de Léo pour déclencher ma conformité. Il l'a signé. Ma mère, après une longue hésitation, l'a signé aussi. Sa signature, un gribouillis tremblant. Chen l'a daté, a ajouté son numéro de badge et sa signature en tant que témoin, et me l'a tendu. Le papier semblait lourd. Final. J'ai regardé mes parents, les gens qui m'avaient élevé, nourri, vêtu, puis qui avaient essayé de me faire les poches une fois que j'avais assez grandi pour avoir quelque chose qui vaille la peine d'être volé. Il ne restait plus d'amour dans cette pièce. Seulement un vaste espace vide où il se trouvait autrefois. Nous partons maintenant, ai-je dit. Ne me contactez pas. Toute communication sera considérée comme une violation. Et ceci, j'ai levé le papier, sera ma réponse. Je me suis retourné et j'ai quitté la maison où j'avais grandi, Léo et la détective Chen derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. La porte s'est refermée avec un clic doux et définitif. Dehors, dans l'air frais du soir, j'ai pris ma première grande inspiration depuis des jours. Léo s'est appuyé contre la voiture de Chen, se passant les mains sur le visage. Et maintenant, a-t-il demandé, l'air jeune et perdu. Maintenant, ai-je dit, en pliant soigneusement la confession et en la mettant dans mon sac. Tu te débrouilles dans la vie pour de vrai cette fois. Et moi je retourne à la mienne. Il a hoché la tête, regardant le sol. Je suis désolé, Anya, pour tout. Pour tout ce qui les a amenés à penser qu'ils pouvaient faire ça. Ce n'était pas ta faute, ai-je dit, et je le pensais. Mais ce que tu feras ensuite ne dépend que de toi. La détective Chen nous a ramenés en ville, déposant Léo près de chez son ami. Avant de sortir, il m'a regardé. Est-ce que je peux t'appeler un de ces jours? Pas pour quoi que ce soit, juste pour parler. J'ai vu le remords sincère dans ses yeux. Le désir d'une connexion non basée sur la crise ou la manipulation. Peut-être que pour la première fois, la possibilité d'une vraie relation fraternelle existait, une relation construite sur l'honnêteté, pas sur des rôles assignés par nos parents. Ouais, ai-je dit, tu peux. Il a fait un petit signe de tête reconnaissant et a disparu dans la nuit. Chen m'a ramené à la maison. Vous avez géré ça avec une force remarquable, a-t-elle dit alors que nous nous arrêtions devant mon immeuble. Je ne me sentais pas forte, ai-je admis. Je me sentais juste à court d'options. Parfois, a-t-elle dit, c'est ça la force, savoir quand on est à court de compromis. Elle m'a tendu sa carte. S'ils enfreignent les conditions, appelez-moi. La confession signée tiendra. Je l'ai remercié et je suis monté dans mon appartement tranquille. C'était fini. La menace immédiate avait disparu. J'avais la confession. Mes économies étaient intactes. Et j'avais tracé une ligne dans le béton. Alors,
Pourquoi me sentais-je si vide? Pourquoi la victoire avait-elle un goût de poussière? Parce que je n'avais pas seulement confronté mes parents. Je les avais enterrés. Et même s'ils étaient toxiques, même s'ils le méritaient, un enterrement reste un enterrement. Je me suis assise dans le noir, pleurant la famille que je n'avais jamais vraiment eue, et me demandant ce que diable j'étais censé construire dans l'espace vide qu'ils avaient laissé derrière eux. Le silence après la tempête était la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Pendant la première semaine, je sursautais à chaque notification sur mon téléphone, mon cœur s'emballant d'une terreur conditionnée. Mais aucun appel n'est venu de mes parents, pas de texto culpabilisant, pas de fausses urgences. Le silence numérique de leur côté était complet. Un vide là où il y avait autrefois un bourdonnement constant de basses fréquences d'obligation et d'anxiété. C'était un soulagement, mais c'était aussi désorientant. Pendant 34 ans, ma vie avait été subtilement orientée autour de leur gravité, surtout celle de Léo. Maintenant, cette attraction avait disparu. J'étais à la dérive dans un espace tranquille que j'avais moi-même créé. Je suis retourné à mon studio. L'argile était là où je l'avais laissée, durcie sur le tour. Je l'ai enlevée, un acte symbolique, et j'ai recommencé à zéro, pétrissant l'argile, la claquant pour faire sortir les bulles d'air. L'aspect physique de la chose était une thérapie. Mes mains savaient quoi faire. Même quand mon esprit tournait, j'ai centré une nouvelle mode sur le tour. Mes doigts retrouvant les rainures familières. Alors que le tour bourdonnait et que l'argile montait sous mon toucher, quelque chose en moi a commencé à s'apaiser. L'argent, mon fonds de fondation, était toujours là. Je n'y ai pas touché. Sa présence sur mon compte n'était plus seulement des économies. C'était un monument à une bataille gagnée. J'ai commencé à dessiner des plans pour le nouveau four que j'achèterais, non pas comme un rêve lointain, mais comme un achat planifié. L'acte semblait puissamment défiant. Léo a tenu sa promesse. Il a appelé quelques jours plus tard, sa voix hésitante, ne demandant rien, juste prenant des nouvelles. Il avait trouvé un emploi stable, bien que basique, avec une équipe de paysagistes. Il avait l'air fatigué, mais fier. Nous avons parlé pendant 15 minutes de choses sans importance. Le temps, un film qu'il avait vu. C'était la conversation la plus normale que nous ayons jamais eue. C'était un début, mais le sentiment de vide persistait. J'avais gagné ma liberté, mais j'étais seul dedans. Les amis que j'avais étaient principalement issus de la communauté de la poterie. De bonnes personnes, mais pas le genre qu'on appelle à 2 heures du matin quand les fantômes de votre famille vous rendent visite. J'ai réalisé à quel point je m'étais laissé isoler, consacrant toute mon énergie à mon travail et au puissant fond des besoins de ma famille. Un après-midi, en glaçant un ensemble de tasses, je me suis surprise à regarder la confession de la famille, maintenant enfermée dans mon classeur ignifuge. Je ne l'ai pas sortie pour la lire. Savoir quelle était la suffisait. C'était mon bouclier. Mais un bouclier est un objet défensif. J'avais besoin de construire quelque chose, pas seulement de me protéger contre quelque chose. L'idée est venue lentement. Ce n'était pas un grand plan, juste une petite correction personnelle. Mes parents avaient vu mon art comme un passe-temps, un petit projet mignon jusqu'à ce que je revienne à la raison. Mon succès était une anomalie à exploiter. J'ai décidé de m'y investir, pas seulement comme une entreprise, mais comme mon centre. J'ai lancé une nouvelle collection en ligne. Je l'ai appelée la série « Fondation ». Chaque pièce, un vase, un bol, un plat, était construite avec une argile intensément superposée, texturée et solide, finie avec un émail qui semblait fragile et cristallin, mais qui était cuit pour être durable. Dans la description, j'ai simplement écrit « conçu pour supporter du poids, fait pour durer ». Je n'ai pas expliqué la signification personnelle. Je n'en avais pas besoin. La réponse a été surprenante. Mes abonnés existants ont adoré. Les ventes ont été meilleures que pour tout lancement précédent. Mais plus que cela, j'ai reçu des messages. Les gens m'ont écrit pour dire que les pièces résonnaient, qu'elles semblaient honnêtes et ancrées. Une femme a acheté un grand vase et m'a envoyé un email. On sent qu'il y a une histoire derrière. Merci de l'avoir créé. Pour la première fois, je ne vendais pas seulement de la poterie. Je communiquais quelque chose de vrai sur la survie, et les gens l'entendaient. Cette connexion, aussi petite et anonyme soit-elle, a commencé à combler le vide. Un mois après la confrontation, la détective Chen a pris de mes nouvelles avec un bref appel professionnel. Elle a confirmé que mes parents n'avaient pas essayé de la contacter ou, pour autant qu'elle puisse le dire,
de se livrer à d'autres activités frauduleuses. La confession signée est un puissant moyen de dissuasion, a-t-elle dit. Comment allez-vous? Je construis, lui ai-je répondu, et cela semblait vrai. L'hiver a commencé à relâcher son emprise. Les jours s'allongeaient. J'ai pris un week-end et je suis allé à la côte seule. J'ai marché sur une plage venteuse et vide, le rugissement du Pacifique noyant toutes mes pensées. Je suis resté là, laissant les embruns salés me piquer le visage, et j'ai crié. J'ai crié toute la rage, la trahison, les années de silence dans le vaste océan indifférent. Personne ne m'a entendu. Et quand j'ai eu fini, la gorge à vif, je me suis senti propre, récuré. À mon retour, un email m'attendait. Il provenait d'une petite galerie respectée de la ville. Le conservateur avait vu ma série, Fondation, en ligne et se demandait si je serais intéressé à présenter quelques pièces dans une exposition de groupe de printemps sur l'artisanat moderne. Ce n'était pas une offre énorme, mais c'était une reconnaissance légitime, le genre que mes parents auraient qualifié de « gentil », mais est-ce que ça paiera les factures? J'ai répondu par une acceptation calme et professionnelle. Ça paierait quelques factures, et ça nourrirait mon âme. C'était assez. J'ai commencé à reconstruire ma vie, non pas en réaction à ma famille, mais comme une création de ma propre initiative. J'ai accepté les invitations d'autres artistes à prendre un café. J'ai commencé un petit atelier informel pour débutants dans mon studio. J'ai lentement laissé les gens entrer. Un soir, Léo est venu dîner. Il a apporté un pack de 6 bières décentes et une plante succulente légèrement de travers qu'il avait achetée dans une pépinière. Pour ton studio, a-t-il dit en haussant les épaules. Nous avons mangé de la pizza et parlé. Il m'a parlé de ses projets d'obtenir un permis de conduire commercial. Je lui ai parlé de l'exposition à la galerie. Ce n'était pas profond. C'était facile. Au moment de partir, il s'est arrêté à la porte. Tu sais, a-t-il dit sans me regarder. J'ai toujours pensé que tu avais tout sous contrôle, que tu étais la chanceuse parce qu'il te laissait tranquille. J'étais jaloux. L'aveu flottait entre nous. Ils ne m'ont pas laissé tranquille, Léo, ai-je dit doucement. Ils ont juste pris de moi d'une manière différente. Il a hoché la tête, rencontrant enfin mes yeux. Je commence à le voir. Il a fait un signe de la main maladroit et est parti. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle. Les conséquences n'étaient pas une fin heureuse. C'était un début tranquille. Les cicatrices étaient là. Le deuil des parents que j'aurais dû avoir était une chose réelle et douloureuse. La trahison était maintenant un fossile, incrusté dans mon histoire. Mais je n'étais plus défini par cela. J'étais défini par l'argile sur mes mains, par le four pour lequel j'économisais, par l'exposition à la galerie sur mon calendrier, par l'amitié hésitante avec mon frère. J'étais défini par ce que j'avais construit après l'effondrement, pas par l'effondrement lui-même. Le sentiment de vide était toujours là parfois, mais maintenant je savais quoi y mettre. Ma propre vie, selon mes propres termes. Elle n'était pas remplie de bruit, de drame ou d'obligations désespérées. Elle était remplie du bourdonnement silencieux et satisfaisant d'un tour qui tourne et de l'espoir fragile et courageux de quelque chose de nouveau qui prend forme. Le printemps est arrivé, et avec lui, un fragile sentiment de paix. Mes pièces pour l'exposition de la galerie étaient cuites, émaillées et prêtes. J'avais choisi 5 œuvres de la série, Fondation, chacune ressemblant à un chapitre de ma propre résilience. Le vernissage de la galerie était dans 2 semaines, et un léger bourdonnement de nerfs excités avait remplacé l'anxiété constante dans mon ventre. J'étais dans mon studio, emballant méticuleusement la dernière pièce, un grand bol asymétrique avec une finition d'émail craquelé qui semblait briser mais était soyeux au toucher, quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Léo avait une clé pour les urgences et mes amis m'envoyaient généralement un texto d'abord. M'essuyant les mains, j'ai regardé à travers le Judas. Mon souffle s'est coupé. Sur mon seuil se tenait ma mère. Elle avait l'air plus petite, plus âgée. Ses cheveux habituellement impeccables étaient tirés en une simple queue de cheval, et elle portait un manteau uni au lieu de l'un de ses manteaux à la mode. Elle tenait une petite boîte cadeau dans ses mains, se balançant nerveusement. Chaque instinct me criait de ne pas ouvrir la porte. La confession signée dans mon classeur semblait lancer un avertissement. Toute communication sera considérée comme une violation. Mais elle était seule. Elle avait l'air brisée. Et une petite partie perfide de moi, la fille qui se souvenait des histoires du soir, hésitait. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas reculé,
bloquant l'entrée. Maman. Anya. Ses yeux étaient cerclés de rouge, son sourire tremblant. Tu as l'air en forme. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma voix était plate. Un mur. J'étais dans le quartier. Le mensonge était pathétique. Transparent. Nous savions toutes les deux qu'elle avait conduit 1 heure pour arriver ici. Je voulais juste te donner ça. Elle m'a tendu la boîte emballée pour ton exposition à la galerie. Je l'ai vue en ligne. Je suis fier de toi. Je n'ai pas pris la boîte. Le mot « fier » semblait être une intrusion. Tu n'es pas censé me contacter. Nous avions un accord. Son visage s'est décomposé. Je sais. Je sais. Nous l'avions. Et ton père? Il respecte ça. Il s'y tient. Mais je suis ta mère, Anya. Je ne peux pas simplement l'éteindre. Je mourais de l'intérieur. Les larmes ont coulé. Elles semblaient réelles, mais j'avais déjà été dupé par ses performances. Tu devrais partir, ai-je dit, en commençant à fermer la porte. Attends, elle a tendu la main, sans me toucher. Juste une supplication. S'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. C'est tout. Ensuite, je partirai et je ne te dérangerai plus. Je le promets. La boîte dans ses mains tremblait légèrement. J'ai regardé par-dessus son épaule. Sa voiture était la seule dans la rue. Aucun signe de mon père. Le vieux programme dangereux murmurait, elle souffre. C'est ta mère. Ne sois pas cruel. Mais la voix plus nouvelle et plus forte a répliqué, c'est comme ça que ça commence. Une larme, un cadeau. J'avais juste besoin de te voir. Puis l'infiltration lente de la culpabilité, l'érosion des limites. 5 minutes, ai-je dit sèchement. Tu peux parler ici. Je suis sorti sur le porche, fermant la porte du studio derrière moi. L'air printanier était frais. J'ai croisé les bras, une barrière. Elle a hoché la tête, serrant la boîte contre sa poitrine comme un bouclier. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Ce que nous avons fait, c'était monstrueux. Je le vois maintenant. Je pense que je le voyais même à l'époque, mais je me suis convaincu que c'était pour un plus grand bien. Ce n'est pas une excuse. Elle a pris une inspiration saccadée. J'ai commencé à voir un thérapeute. Le savais-tu? Je n'ai pas répondu. Ton père ne veut pas y aller. Il est trop fier, aussi. Mais je devais le faire. Je devais comprendre pourquoi je pouvais regarder ma propre fille et voir une ressource, une chose pour régler nos problèmes. Ses larmes coulaient plus vite maintenant. Désordonnées et incontrôlées. Le thérapeute dit que c'est une maladie. Un sens déformé du droit mêlé à cette peur désespérée pour Léo. Nous avons échoué avec lui, alors nous avons essayé de te faire payer pour ça. Littéralement. L'entendre prononcer ces mots si crus et sans phare a été un choc. Ce n'était pas une excuse. C'était un diagnostic. Et ça faisait plus mal que ses mensonges. Léo va bien, ai-je dit, pas pour la réconforter, juste comme un fait. Je sais, il m'a dit de le laisser tranquille, lui aussi. Et je le fais. J'essaie. Elle a baissé les yeux sur le cadeau. Ce n'est pas un pot de vin. C'est juste quelque chose que j'ai trouvé. En nettoyant le grenier. Ça appartenait à ta grand-mère. C'était une peintre, tu sais, pas professionnellement, mais elle adorait ça. Elle avait cette petite palette de peinture en céramique où elle gardait ses huiles. Je me suis dit, tu devrais la voir. Elle a posé la boîte sur la marche du porche entre nous comme si c'était une offrande de paix qui pourrait exploser. Je ne l'ai pas touchée. Pourquoi maintenant, maman? Pourquoi aujourd'hui? Elle a rencontré mon regard, ses yeux nageant dans une douleur qui semblait atrocement sincère. Parce que j'ai vu l'annonce de ton exposition et j'ai réalisé que je n'ai jamais célébré une seule chose que tu as vraiment construite pour toi-même. J'ai seulement pris de cela. Je voulais donner quelque chose en retour. Même si ce n'est que cette stupide babiole du passé. Même si tu la jettes à la seconde où je pars. Le silence s'est étiré. Le chien d'un voisin a aboyé au loin. Je ne veux pas de relation avec toi, ai-je dit, les mots clairs et froids dans l'air printanier. Je ne peux pas te faire confiance. Ce pont est brûlé. Elle a tressailli mais a hoché la tête. Je comprends.
Mais j'ai poursuivi, me surprenant moi-même. Si tu suis vraiment une thérapie, continue. Fais-le pour toi. Pas pour moi, pas pour me regagner. Parce que tu en as besoin. Un sanglot lui a échappé et elle a couvert sa bouche, hochant la tête furieusement. Je le ferai. Je le fais. Tu devrais partir maintenant. Tes 5 minutes sont écoulées. Elle s'est essuyé le visage avec le dos de sa main, un geste enfantin. D'accord, je m'en vais. Elle a reculé d'un pas, puis d'un autre, ses yeux s'attardant sur mon visage comme pour le mémoriser. Bonne chance pour ton exposition, Anya. Je le pense vraiment. Elle s'est retournée et a marché rapidement vers sa voiture, les épaules voûtées. Elle n'a pas regardé en arrière en partant. Je suis resté sur le porche pendant un long moment, fixant la boîte emballée. Le fantôme de ma grand-mère, une femme que j'avais à peine connue qui avait suivi son propre art tranquille, semblait s'asseoir entre nous. J'ai ramassé la boîte. Elle était légère. Je l'ai emportée à l'intérieur, non pas dans mon espace de vie, mais de retour au studio. Je l'ai posée sur mon établi et l'ai lentement déballée. À l'intérieur se trouvait une petite palette en céramique vintage. Elle était bien tachée de peinture vieille de plusieurs décennies dans de belles couleurs délavées. Elle était ébréchée sur un bord, bien utilisée, et totalement sincère. Il n'y avait pas de mots. Ce n'était pas une arme. C'était juste une chose. Un morceau d'histoire d'une femme qui, à sa petite manière, avait probablement aussi lutté pour faire de la place à la beauté. Je ne savais pas quoi ressentir. La colère était toujours là, un fondement. La trahison était toujours un fossile dans mon cœur. Mais superposé à cela, il y avait l'image du visage ravagé de ma mère, ses larmes non scénarisées, sa tentative, aussi imparfaite, aussi tardive soit-elle, de reconnaître le crime sans exiger le pardon. Cela ne changeait rien. Les limites restaient. La confession restait dans la boîte. Elle était toujours la femme qui avait essayé de m'escroquer. Mais pour la première fois, elle semblait aussi être une femme qui voyait enfin, terriblement, les décombres qu'elle avait causés. J'ai placé la palette de ma grand-mère sur une étagère haute du studio où je pouvais la voir. Non pas comme un symbole de réconciliation avec ma mère, mais comme un rappel d'une lignée différente, une lignée de femmes qui fabriquaient des choses. Elle avait sa place ici, parmi l'argile et la création. L'invité non désiré était venu et reparti. Elle n'avait pas défoncé la porte. Elle ne m'avait pas manipulé pour quoi que ce soit. Elle s'était simplement tenue sur le porche et avait reflété les dégâts. Et puis elle était partie. Et j'étais toujours debout. Mes murs étaient intacts. Ma fondation tenait bon. C'était peut-être la seule victoire qui comptait désormais. La soirée du vernissage de la galerie est arrivée, enveloppée d'une pluie fine et douce qui glaçait les rues de Seattle d'une lumière chatoyante. Je me tenais devant les portes de la galerie, sous l'auvent discret, vêtu d'une simple robe noire que j'avais achetée pour l'occasion. Mon cœur était une chose sauvage et palpitante dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une exposition. C'était une déclaration, une affirmation que moi, Anna Reed, j'existais en dehors du drame de ma famille, défini par mes propres mains et ma propre vision. J'ai pris une profonde inspiration, l'air frais et humide remplissant mes poumons, et j'ai poussé la porte. L'espace était transformé. Un éclairage doux et ciblé illuminait des piédestaux blancs et des étagères épurées. Une petite foule de gens murmurait, tenant des verres de vin, se déplaçant lentement d'une pièce à l'autre. Et là, sur un piédestal central, se trouvait mon grand bol à l'émail craquelé, éclairé comme un bijou. Mes autres pièces étaient dispersées dans la pièce, chacune avec une petite carte indiquant simplement « Anya Reed, la série Fondation ». Pendant un instant, je me suis senti totalement invisible, un fantôme à ma propre fête. Puis la propriétaire de la galerie, une femme aux yeux vifs nommée Élise, m'a repéré et s'est approchée. « Anya, vous voilà. Elles sont un succès. Venez. Plusieurs personnes ont demandé à vous voir. » Elle m'a guidé à travers la foule. J'ai rencontré des collectionneurs, d'autres artistes, un écrivain d'un blog d'art local. Ils m'ont interrogé sur mon processus, la signification des couches texturées, le choix de l'émail craquelé. Je me suis retrouvé à parler facilement, non pas de trahison ou de famille, mais d'argile, de sa mémoire, de sa force, de l'alchimie du feu. J'ai parlé de construire quelque chose de durable à partir de parties fragiles. Il hochait la tête, voyant de l'art, pas de la thérapie. Et c'était parfait.
J'étais en train d'expliquer le processus de pétrissage à un couple de personnes âgées enthousiastes quand je l'ai vu. De l'autre côté de la pièce, près de l'entrée, se tenait Léo. Il portait une chemise décente, les cheveux coupés, tenant un verre d'eau, l'air maladroit mais déterminé. Il était venu. Nos regards se sont croisés. Il a fait un petit signe de la main hésitant. Je me suis excusé et j'ai traversé la foule pour le rejoindre. « Tu es venu ?» ai-je dit. « Je n'aurais pas manqué ça » a-t-il répondu, son regard balayant la pièce. « C'est... Waouh, Anna. C'est réel. C'est vraiment bien. » Son admiration était sans fard, dépourvue de toute trace de jalousie ou de comparaison. Elle était pure, et elle a réchauffé un petit coin froid de mon cœur que je ne savais pas encore geler. « Merci d'être venu, Léo. »« Tu plaisantes ? Ma sœur est une artiste de galerie. » Il l'a dit avec un grand sourire, et pendant une seconde, j'ai vu l'ombre du petit garçon qu'il avait été avant que toute la pression ne le torde. « Écoute, je ne vais pas rester longtemps. Je voulais juste le voir, te voir comme ça. »« Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, » ai-je dit, et je le pensais. Il est resté, traînant sur les bords, mais je l'ai surpris en train d'étudier mes pièces avec une expression sérieuse. À un moment donné, je l'ai vu montrer les détails d'un vase à un étranger à l'air confus, en disant « Ma sœur a fait ça. Tu vois comment les mailles s'accumulent ici ? Ce n'est pas un accident. » La fierté dans sa voix était un cadeau dont je ne savais pas que j'avais besoin. La soirée a été un triomphe tranquille. Pas de ventes écrasantes, mais un intérêt réfléchi. Plusieurs pièces avaient de petits points rouges à côté d'elles. Élise était satisfaite. Alors que la foule commençait à se disperser, j'ai senti une fatigue s'installer. Le bon genre, né de l'énergie nerveuse dépensée et remplacé par une solide satisfaction. Je prenais mon manteau quand Élise s'est de nouveau approchée de moi, son expression changeant soudainement. « Anya, il y a une femme qui est entrée juste avant la fermeture. Elle est assise dans le coin depuis presque une heure, à regarder votre travail. Elle a demandé si elle pouvait vous parler avant votre départ. Elle a dit qu'elle était une amie de la famille. » Une secousse d'alarme m'a traversé. Famille. Mon esprit a sauté à ma mère, mais Élise l'aurait reconnue d'après la photo du site web. A-t-elle donné un nom ? Adèle. Adèle Simons. Le nom ne signifiait rien. Une amie de la famille. Mes parents n'avaient pas d'amis comme ça qui hantaient les galeries d'art. La curiosité mêlée de prudence m'a attiré de l'autre côté de la pièce. Elle était assise sur un petit banc dans une alcôve, face à mon grand bol. Elle avait peut-être la fin de la soixantaine, des yeux gris intelligents et une immobilité à son sujet. Elle portait un magnifique châle tissé à la main. Madame Simons. Je suis Anna Reed. Élise a dit que vous vouliez me parler. Elle s'est tournée, ses yeux se plissant en un gentil sourire. Anna, merci pour votre temps. S'il vous plaît, asseyez-vous. Sa voix était basse, cultivée. Je me suis assise à côté d'elle, suivant son regard vers mon bol. Cette pièce, a-t-elle dit, elle raconte une histoire de fracture et de réparation, n'est-ce pas ? Pas une réparation qui cache la cassure, mais une qui en fait une partie de la force. Sa perception était si aiguë qu'elle en était troublante. C'était l'idée, ai-je dit prudemment. Elle a hoché la tête, puis s'est tournée pour me faire entièrement face. J'ai connu votre grand-mère, Éléanore. La mère de votre mère. L'air a quitté mes poumons. Ma grand-mère, la peintre, la propriétaire de la petite palette maintenant sur mon étagère. Vous l'avez connue. Nous étions dans le même cercle artistique il y a de très nombreuses années, avant qu'elle ne se marie. Elle était farouchement talentueuse et farouchement étouffée. Les yeux d'Adèle contenaient une tristesse lointaine. Sa famille, vos arrière-grands-parents, pensaient que l'art était une frivolité pour les filles riches. Ils l'ont poussée vers un mariage pratique. Elle a continué à peindre, mais en privé. Elle m'a dit un jour qu'elle sentait que sa créativité était une chose secrète et honteuse. Elle cachait son matériel, ses pièces finies. J'ai pensé à la palette rangée dans un grenier pendant des décennies. Une chose secrète et honteuse. J'ai perdu contact avec elle après qu'elle a eu votre mère, a poursuivi Adèle. Mais je ne l'ai jamais oubliée. J'ai vu l'annonce de cette exposition et votre nom, Reed. J'ai fait quelques recherches, j'ai découvert que vous étiez la petite fille d'Éléanore. Je devais venir. Elle a fait un geste vers le bol, et je la vois dans ceci.
Pas le style, mais l'acte de défi de créer quelque chose de beau et de fort malgré tout ce qui pourrait vous dire de ne pas le faire. Les larmes ont piqué derrière mes yeux, inattendues et vives. Ma grand-mère, une étrangère, semblait soudainement puissamment proche. Une camarade dans une guerre silencieuse dont je ne savais pas que nous nous battions toutes les deux. Pourquoi me dites-vous cela? Ai-je demandé, la voix épaisse. Parce que l'héritage est une chose curieuse, a dit Adèle doucement. Il peut être un poids ou une boussole. Vos parents, elle a fait une pause, choisissant ses mots avec un soin évident. Je me souviens vaguement d'eux. Ils semblaient très préoccupés par l'apparence des choses. La bonne maison, les bonnes écoles. J'imagine que ce poids est tombé sur vous et votre frère de différentes manières. C'était un euphémisme diplomatique de proportion nucléaire. J'ai juste hoché la tête. L'héritage d'Éléanore n'était pas de l'argent ou des biens. C'était ceci. Elle a pointé un doigt gracieux sur mon bol. L'insistance a créé. Vous ne la connaissiez pas, mais vous avez hérité de cela. Vous vivez la partie d'elle qu'elle a dû cacher. Je pense qu'elle serait si fière de vous ce soir. Une seule larme s'est échappée et a coulé sur ma joue. Je l'ai essuyée rapidement. Cette validation d'une étrangère qui connaissait la vérité de ma grand-mère me semblait plus significative que n'importe quelle critique ou vente. C'était un film reliant à un passé qui donnait un sens à mon présent. Merci, ai-je murmuré. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Je pense que si, a-t-elle dit avec un doux sourire. Elle s'est levée et je me suis levé avec elle. Elle m'a tendu une simple carte. Mes coordonnées. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Éléanore ou simplement parler d'art avec une vieille femme, s'il vous plaît, appelez. Votre travail a une vraie voix, Anya. Ne laissez jamais personne vous convaincre de la mettre en sourdine à nouveau. Elle m'a serré la main, une brève pression chaude, puis elle est partie, disparaissant dans la nuit pluvieuse aussi silencieusement qu'elle était venue. Je suis resté là, dans la galerie maintenant vide, entouré de mon travail, tenant sa carte. Léo s'est approché de moi. Tout va bien? Qui était-ce? C'était, ai-je dit, en regardant l'espace où Adèle avait disparu, un message du passé et un cadeau. Il n'a pas compris, mais il n'a pas insisté. Prête à partir? Je t'accompagne à ta voiture. Nous sommes sortis dans la nuit fraîche et propre. La pluie avait cessé, laissant la ville lavée et scintillante. Le vernissage était terminé. Les étrangers avaient vu mon article. Mon frère s'était tenu à mes côtés, et une femme que je n'avais jamais rencontrée m'avait remis un morceau de ma propre histoire. Un flambeau passé d'une grand-mère que je n'ai jamais connue à la petite fille qui le portait enfin publiquement. Je n'avais pas seulement exposé de la poterie ce soir. J'avais revendiqué un héritage, non pas d'argent, non pas de biens, mais d'une volonté têtue et belle de créer. Et en rentrant chez moi à travers les rues brillantes, j'ai senti pour la première fois que j'étais exactement là où je devais être. Un an s'est écoulé depuis la soirée du vernissage de la galerie. Le monde a continué de tourner, les saisons ont changé, et ma vie, autrefois définie par une crise, s'est lentement remplie de la matière ordinaire et précieuse de l'existence. J'ai acheté le four. C'est une magnifique bête imposante qui trône fièrement dans mon espace de studio agrandi. Je l'ai baptisé Éléanore, en l'honneur de ma grand-mère. Enfourner une charge dedans ressemble à un rituel, une continuation. La série, Fondation, s'est entièrement vendue, non seulement à la galerie, mais aussi grâce à la liste d'attente que j'ai lancée en ligne. J'ai utilisé une partie des bénéfices pour embaucher une assistante à temps partiel, une étudiante en art aux yeux vifs nommée Maya, qui croit que l'argile est magique. Le reste est retourné dans le fonds de Fondation, qui est maintenant plus solide que jamais. Léo a obtenu son permis de conduire commercial. Il effectue des livraisons pour une brasserie locale. C'est un travail honnête avec des horaires réguliers, et il aime la solitude de la route. Nous dînons ensemble toutes les 2 semaines. Parfois, nous parlons de nos parents, mais la plupart du temps, nous parlons de son itinéraire, de mes dernières expériences de glaçure ou d'un film. C'est simple. C'est réel. Il devient une personne que j'apprécie sincèrement, pas seulement un frère que je suis obligé d'aimer. Mes parents restent de l'autre côté de la frontière que j'ai tracée. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon père. Selon le seul email neutre que Léo a reçu de lui il y a des mois, il se débrouille. Ma mère n'est pas revenue à ma porte. Elle envoie une carte pour mon anniversaire. Pas d'adresse de retour, juste un simple « je pense à toi » au-dessus d'une signature imprimée.
Je ne réponds pas, mais je ne les jette pas. Je les place dans le même classeur que la confession. Ce sont des points de données, pas des invitations. J'ai entendu par la plus faible des rumeurs, un vieil ami de la famille qui m'a croisé sur un marché, qu'elle suit toujours une thérapie. J'espère pour elle que c'est vrai. Ma guérison ne dépend plus de la sienne. La confession signée est toujours là, dans la boîte ignifuge. Je n'en ai pas eu besoin. Sa puissance réside dans son existence, pas dans son utilisation. C'est mon gardien silencieux, un testament à la ligne qui ne peut plus être franchi. Adèle, l'amie de ma grand-mère, est devenue une mentor. Nous nous retrouvons pour le thé environ une fois par mois. Elle m'a montré des photographies délavées de ma grand-mère jeune femme, pleine d'une énergie vibrante qui semble émaner du vieux papier. Elle m'a raconté des histoires de leur groupe d'art, des débats qu'ils avaient, des rêves qu'ils chuchotaient. En elle, j'ai trouvé une sorte d'encre familiale qui n'est pas liée au devoir de l'ADN, mais à un esprit partagé. Elle voit l'artiste en moi et, en le voyant, m'aide à y croire davantage. Mon travail a évolué. La nouvelle collection s'appelle « Point d'ancrage ». Elle est toujours forte, toujours stratifiée, mais il y a maintenant une légèreté, une grâce dans les courbes qui n'existaient pas auparavant. Elle parle de stabilité qui permet la croissance, pas seulement d'endurance défiante. Je me prépare pour une petite exposition personnelle l'automne prochain. Aujourd'hui, assise dans mon studio baigné de soleil, polissant la dernière pièce d'une nouvelle commande, je pense au voyage qui m'a amené ici. De la sonnerie terrifiante de l'appel de ma mère à la clarté froide dans la voiture de la détective Chen, à la confrontation douloureuse dans la maison de mon enfance, au pouvoir tranquille d'un vernissage de galerie, je pense aux 17 000 $ qui n'ont failli pas être les miens, et à la vie que j'ai construite parce qu'ils sont restés là où ils devaient être. Je croyais autrefois que la résilience consistait à plier sans rompre. Maintenant, je sais qu'il s'agit de savoir à quoi s'accrocher et quoi laisser se briser. J'ai laissé l'illusion de ma famille se briser. Je me suis accroché au potentiel de changement de mon frère. Je me suis accroché à mes deux mains et à ce qu'elles pouvaient faire. La plus grande leçon n'était pas de se méfier des arnaques ou d'établir des limites avec des personnes toxiques, bien que cela soit vital. La plus grande leçon était qu'après l'explosion, il y a des décombres. Et dans ces décombres, on trouve les matériaux pour construire quelque chose de nouveau. On peut choisir le plan. On peut être l'architecte de sa propre paix. Ma nouvelle fondation n'est pas faite d'argent, bien que la sécurité financière en soit une brique. Elle est faite de familles choisies. Léo, Adèle, quelques amis proches. Elle est faite d'un travail utile qui nourrit mon âme et paie mes factures. Elle est faite de la connaissance durement acquise que ma valeur n'est pas déterminée par ce que je peux fournir aux autres, mais par ce que je crée pour moi-même. Si vous regardez ceci et que vous voyez votre propre histoire dans des morceaux de la mienne, si vous avez déjà ressenti le poids écrasant des attentes familiales, la piqûre de la trahison de ceux qui devraient vous protéger, la douleur solitaire d'établir une limite que les autres qualifient de cruelle, je veux que vous sachiez ceci. Votre paix vaut la peine de se battre pour elle. Vos rêves ne sont pas égoïstes. Votre « non » est une phrase complète. Parfois, la famille dont vous avez besoin est celle que vous trouvez ou celle que vous construisez avec les gens qui vous voient et vous encouragent, non pas pour ce que vous pouvez faire pour eux. La police avait d'autres nouvelles pour moi ce jour-là. La nouvelle était que j'étais victime d'un crime. Mais la nouvelle plus profonde, celle que j'ai dû apprendre par moi-même, était que j'étais aussi l'héroïne de ma propre histoire. Et vous êtes le héros de la vôtre. C'est mon histoire de fracture et de réparation, d'une arnaque de 17 000 $ qui a révélé une vérité d'1 million de dollars. Que j'ai toujours été assez et que ma vie a toujours été la mienne à construire. Merci d'avoir regardé, d'avoir partagé cet espace avec moi. Si cela a résonné en vous, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Construisons une communauté de survivants et de bâtisseurs. Si vous avez trouvé de la force dans ceci, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires réelles sur la reconquête de votre vie. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de partir, de construire à nouveau, et de trouver sa propre fondation inébranlable. Rappelez-vous, la plus belle poterie vient de l'argile qui a traversé le feu. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train d'être forgé. Continuez à créer.